Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui touche vraiment au cœur de la mission de l'école. Comment fait-on pour qu'un enfant malade, je veux dire vraiment malade, ne soit pas juste un nom sur un registre d'absence, mais reste un élève à part entière? Oui, on ne parle pas de la petite grippe de 3 jours, là. Non, exactement. On parle des affections de longue durée, celles qui bouleversent un quotidien, et pour comprendre ça, on a une pile de documents assez fascinante. D'un côté, le jargon très précis d'une circulaire officielle, la 96-14 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et un décret sur les aménagements raisonnables. Et de l'autre, des témoignages poignants sur la fibromyalgie, une maladie souvent invisible. Et puis une analyse qui explore comment la technologie peut ou non recréer un lien avec la classe. Notre objectif, c'est de naviguer là-dedans, de voir ce qui se cache derrière les textes. Parce qu'entre les lois et la réalité d'un enfant qui souffre dans une classe, il y a souvent un monde. C'est ce monde-là qu'on va explorer. Exactement. Et ce qui est passionnant dans ces documents, c'est qu'on sent un vrai basculement. Ah oui? On passe d'une logique qui était au fond une simple gestion de l'absence. On excuse des jours, on envoie les devoirs, voilà. C'est ça. Et là, on passe à une ambition bien plus grande, une véritable politique d'inclusion. La question devient alors, comment une institution aussi massive, aussi standardisée que l'école, peut-elle trouver la souplesse pour s'adapter à des besoins individuels parfois extraordinairement complexes? C'est tout l'enjeu. Oui. Ok, alors commençons par le début. Par la question qui doit angoisser n'importe quel enseignant ou directeur d'école. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? La question à 1 million, oui. Voilà. Si un élève doit prendre un médicament, faire un soin, où s'arrête ma responsabilité? La circulaire 916-14, elle, essaye de répondre à ça. Et pour que ce soit concret, elle donne des exemples très parlants. Émilie, qui est épileptique. Khalid, qui a des allergies si sévères qu'il a toujours un auto-injecteur d'adrénaline sur lui. Ou Nora, qui est diabétique. Ce sont des situations qui peuvent arriver dans n'importe quelle classe demain matin. Et c'est précisément pour sortir de cette angoisse que la législation a bougé tout récemment en 2023 et 2024. Avant, c'était un flou juridique total. D'accord. Aujourd'hui, on a clarifié 3 niveaux d'intervention. Le premier, ça ne change pas. L'acte médical pur et dur reste réservé aux professionnels de la santé. Point final. Mais la vraie révolution, elle est dans les 2 autres niveaux. Le deuxième, c'est la création du statut d'aidant qualifié. Aidant qualifié, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un membre du personnel, un prof, un éducateur, peu importe, D'accord. peut, sur base volontaire, accepter de poser certains actes infirmiers techniques après avoir reçu des instructions claires d'un médecin ou d'une infirmière. La circulaire donne une liste précise de ces actes. Ça peut être administrer de l'oxygène, gérer une sonde. C'est une dérogation légale qui change tout. Attends, ça veut dire que concrètement, un prof qui se porte volontaire et qui est formé pour le cas spécifique d'un de ses élèves, il peut l'aider avec sa sonde gastrique, par exemple, sans avoir la peur au ventre de se retrouver au tribunal si un truc se passe mal? C'est exactement ça. Et ce n'est pas juste du jargon juridique. Non. Concrètement, ça change tout. Avant, il y avait cette peur paralysante. Si j'aide et que ça tourne mal, qu'est-ce que je risque? Cette distinction, c'est une sorte de bouclier légal. Ça transforme l'angoisse en action autorisée. Et ça, c'est un déblocage majeur. D'accord. Et puis il y a le troisième niveau, encore plus simple. Les activités de la vie quotidienne, les AVQ. A vécu. Là, on parle de gestes que n'importe qui peut faire. Prendre une température, donner du paracétamol avec l'accord des parents, faire un lavage de nez. La loi dit simplement que ce ne sont pas des actes médicaux, ce qui lève une énorme barrière psychologique. D'accord, le cadre légal a l'air plus solide sur le papier. Mais j'imagine que la réalité est plus compliquée. Savoir qu'on a le droit, c'est une chose. Mettre tout ça en musique dans une école qui tourne à 100 à l'heure, c'en est une autre. Qui s'assure que ça se passe bien. C'est là qu'intervient le projet d'accueil individualisé. Ce n'est pas juste un papier de plus. C'est l'idée d'une démarche collaborative. On met tout le monde autour de la table, la direction, les profs, les parents, l'élève si possible, le médecin traitant, le centre PMS, et ensemble, ils remplissent un document clé, la fiche de prise en charge, le mode d'emploi en quelque sorte. Voilà, c'est le mode d'emploi de l'élève à l'école. Qui est appelé en urgence, à quelle heure le traitement, quels sont les signes d'alerte. Tout est écrit, partagé, validé. C'est un contrat de confiance. Et ce projet d'accueil, c'est une sorte d'application pratique d'un concept plus large qu'on trouve dans un autre document, le décret de 2017, qui parle des aménagements raisonnables. Absolument.
En fait, ce projet, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça découle d'un droit bien plus fondamental qui a tout changé, le droit aux aménagements raisonnables. La définition est cruciale, hein. Ce sont des mesures matérielles, d'organisation, pédagogique, pour permettre à un élève, avec des besoins spécifiques, de participer à la vie scolaire sur un pied d'égalité. Ce qui me frappe là dans la formulation, c'est le mot droit. Oui, ce n'est donc pas une faveur que l'école peut accorder ou refuser comme ça lui chante. C'est le point central. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit pour l'élève et donc une obligation pour l'école. La seule porte de sortie pour un établissement, c'est de prouver que l'aménagement demandé représente une charge disproportionnée. Ah d'accord. Et ce n'est pas une excuse facile. Le caractère raisonnable est évalué sur des critères stricts. Le coût, bien sûr, mais aussi l'impact sur l'organisation, la fréquence d'utilisation. Le principe de base, c'est l'école doit s'adapter. Ok, le cadre légal est posé. Mais c'est là que ça devient vertigineux. Parce que derrière le terme « besoin spécifique », il y a des réalités humaines d'une complexité folle. Hmm. Et les documents sur la fibromyalgie juvénile, ils illustrent parfaitement le fossé qu'il peut y avoir entre la loi et la cour de récré. Il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué, celui de la mère de Mar. Oui, il est très puissant. Elle raconte qu'au début, personne ne comprend. En maternelle, l'institutrice dit juste que Marc n'aime pas colorier, qu'il n'aime pas écrire. On pense qu'il est difficile. Classique. Des années plus tard, on réalise que le simple fait de tenir un crayon, ça lui provoque une douleur physique intense. Il parle de son cerveau embrouillé, une sorte de brouillard permanent qui l'empêche de se concentrer. Et le soir, il rentre de l'école, épuisé, comme s'il avait couru un marathon. C'est terrible. Ça me touche vraiment cette histoire parce qu'elle montre à quel point on peut passer à côté de la souffrance d'un enfant quand elle est invisible. Quand vous décrivez ça, le cerveau embrouillé, la douleur juste pour tenir un stylo, ça donne froid dans le dos. On est à des années-lumière du cliché de l'élève qui n'a juste pas envie de travailler. C'est une souffrance complètement invisible. Oui. Et la fibromyalgie est un cas d'école pour comprendre l'importance des aménagements. Ce cerveau embrouillé dont parle la mère de Marc, c'est un symptôme clinique connu, la fatigue cognitive. Ça impacte la mémoire, la concentration. Les douleurs diffusent, le sommeil qui ne répare rien, l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, tout ça est réel. Et quand on connecte ces symptômes au concept d'aménagement raisonnable, tout s'éclaire. Ça devient évident, oui. Un temps supplémentaire pour un contrôle parce que le brouillard cognitif ralentit la pensée. Exactement. La possibilité de s'isoler dans un local calme quelques minutes parce que le bruit de la cantine est une agression sensorielle. Recevoir les supports de cours imprimés parce que prendre des notes est une torture. Ce ne sont plus des caprices. Non, Ce sont des nécessités vitales pour pouvoir apprendre. exactement. C'est la traduction concrète du droit. Et puis, il y a la situation extrême. Celle où la maladie est si lourde que l'élève ne peut tout simplement plus venir à l'école. L'isolement devient alors le principal ennemi. Et c'est là qu'une autre de nos sources, une analyse de l'UEFAPEC, explore une piste viable, la technologie. Elle se penche sur la SBL, Class Contact. Leur système, en théorie, est simple. On installe 2 caméras dans la classe, une qui filme le tableau, l'autre qui a une vue sur les élèves. Et depuis chez lui, l'enfant suit tout en direct. Il peut même poser des questions. Mais ce qui est le plus important, et une psychologue le dit très bien dans l'étude, ce n'est même pas le suivi des cours. Ah non, non, elle dit, je cite, « Maintenir le lien social est la chose la plus importante. L'enfant n'est plus juste le malade à la maison, il voit ses copains, il entend les blagues, il fait toujours partie du groupe. Psychologiquement, c'est absolument crucial pour garder le moral et l'envie de se battre. Alors on se dit, c'est génial, pourquoi ce n'est pas installé partout ?» Ben voilà. Et c'est là que l'analyse devient très intéressante parce qu'elle pointe les blocages. Et ils sont presque exclusivement humains. La première peur, c'est celle des enseignants. La trouille d'être filmé en permanence, fliqué par les parents qui seraient derrière l'écran. L'hantise qu'une vidéo d'eux se retrouve sur TikTok ou Instagram. Ce qui est fascinant, c'est le décalage. L'ASBL, Class Contact, explique qu'en près de 20 ans d'existence, avec des conventions très claires signées par les parents sur le respect de la vie privée et du droit à l'image, Oui, derrière le RGPD, le droit à l'image des autres élèves, alors même que des solutions existent. je comprends la crainte initiale, vraiment. Mais en même temps, on parle d'un enfant qui est isolé, qui souffre, dont la scolarité est en jeu. Est-ce que la peur, somme toute assez hypothétique, d'un enseignant pèse plus lourd que le bien-être et le droit à l'éducation de cet élève? Ça me semble être un vrai dilemme éthique.
c'est tout le dilemme. Et le plus frappant, c'est la comparaison avec la Flandre. L'étude le mentionne. Le système équivalent là-bas, BedNet, ce n'est pas une option. Comment ça? Si un élève remplit les conditions médicales, l'école est obligée de l'installer. Ce n'est pas une discussion, c'est la loi. En Wallonie, on est encore dans une logique de négociation, de conviction, où la peur peut encore bloquer le droit de l'enfant. On voit bien que le système est complexe, qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules des équipes. On a parlé de la peur des poursuites, de la peur d'être filmé, de la complexité de maladies comme la fibromyalgie. On ne peut pas attendre des profs qu'ils soient à la fois pédagogues, infirmiers, psychologues. Et experts en technologie, sont-ils aidés? Heureusement, oui. Les écoles ne sont pas censées être seules. C'est là qu'interviennent des structures de soutien créées récemment. Les pôles territoriaux. Les pôles territoriaux? Oui, ce sont des équipes spécialisées, souvent rattachées à des écoles d'enseignement spécialisées, qui ont justement pour mission d'appuyer les écoles ordinaires. Concrètement, leur rôle, c'est quoi? Une école les appelle et Ils viennent sur le terrain. Leur mission, c'est d'aider à décoder la situation. Ils peuvent aider l'équipe à évaluer plus finement les besoins de l'élève, à imaginer des aménagements concrets, réalistes, D'accord. à trouver les bons outils, à former ou simplement à rassurer les enseignants. On peut les voir un peu comme le bras armé de l'école inclusive, une ressource externe qui apporte une expertise que l'école n'a pas forcément en interne. D'accord, mais il faut être réaliste. On sait très bien que parfois, malgré toute la bonne volonté, même avec l'aide des pôles, ça coince. Oui, Une direction peut trouver que c'est trop compliqué, trop cher. Est-ce que les parents se retrouvent démunis face à un non, ou est-ce qu'il y a un arbitre dans le jeu? il y a un arbitre. Et c'est un autre point essentiel du décret de 2017. Il a prévu une procédure de recours très claire en cas de litige. La première étape, c'est la conciliation. Une médiation. Voilà, une médiation organisée par l'administration pour essayer de trouver un accord à l'amiable. C'est toujours la voie privilégiée. Et si ça ne marche pas? Si les positions sont trop éloignées, alors les parents peuvent passer à l'étape 2. Saisir la commission de l'enseignement obligatoire inclusif. C'est une instance indépendante qui va analyser le dossier, entendre les deux parties et rendre une décision. Et le point crucial, c'est que cette décision est contraignante. Ah. Elle s'impose à l'établissement scolaire. Ah, donc la décision s'impose à l'école. Ce n'est pas juste un avis consultatif. Pas du tout. C'est un vrai pouvoir pour les familles si elles estiment que le droit de leur enfant n'est pas respecté. Exactement. C'est le garde-fou du système. Ça garantit que le droit aux aménagements raisonnables n'est pas juste un beau principe sur papier, mais une réalité qui peut être légalement défendue. Si on regarde le chemin qu'on vient de parcourir, c'est assez impressionnant. On a commencé dans les méandres juridiques d'une circulaire qui essaye de rassurer le personnel, avec ses nouveaux statuts d'aidant qualifié. Puis on a atterri brutalement dans le quotidien d'un enfant comme Marc, qui souffre en silence. Nous rappelons pourquoi ces lois sont écrites. Oui, On a vu les étincelles quand une technologie pleine de promesses comme Classe Contact se heurte de plein fouet aux peurs humaines. Et on a fini par découvrir les mécanismes de soutien, comme les pôles territoriaux, et les recours possibles. oui, et si on prend un peu de hauteur, tous ces documents racontent la même histoire, celle d'une évolution profonde. La société, à travers ses lois, ses initiatives, dit clairement qu'elle ne veut plus se contenter de l'obligation scolaire de base. Non, elle vise un véritable droit à une éducation adaptée et humaine. On a dépassé le stade du « est-ce qu'on doit le faire ?» La question qui se pose maintenant, et qui est bien plus complexe, c'est comment on le fait bien. Pour l'élève, pour sa famille, mais aussi pour des équipes éducatives qui sont en première ligne. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Toutes nos sources le montrent. Les outils juridiques sont là. Les solutions technologiques existent. Les structures de soutien se déploient. Et pourtant, on voit bien que le grain de sable qui peut tout gripper, c'est presque toujours l'humain. Oui. La peur de mal faire, le sentiment d'être débordé, la méfiance, le manque de formation. Alors, la question finale qu'on pourrait se poser, ce n'est peut-être pas quels outils nous manquent encore, mais plutôt pour que ce droit à l'école inclusive devienne une réalité chaleureuse et vécue dans chaque classe, au-delà des textes et des technologies. L'enjeu principal aujourd'hui est-il une question de moyens, de formation ou d'un changement plus intime dans notre propre regard sur la maladie et la différence?